Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, une émission spéciale employeur avec la CPAM du Var. La CPAM, l'assurance maladie, s'engage, se mobilise auprès de vous, chefs d'entreprise, employeurs. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à vos questions. Bonjour Fanny, Annick Mongin. Bonjour Bonjour. Analou. On va parler aujourd'hui des questions qu'on a reçues de la part de nos abonnés sur ces questions de l'emploi, des employeurs. Comment aujourd'hui la CPAM du Var maintient son offre de service auprès des employeurs? Alors c'est vrai que, nous avons vraiment, à cœur, au niveau de la CPAM du Var de maintenir, une haute qualité de service, à destination de notre public, employeur, a fortiori, dans la période de crise sanitaire que nous traversons. Je voudrais, indiquer d'ailleurs que nous enregistrons, actuellement, des sollicitations en forte hausse, au niveau de notre plateforme, téléphonique que nous gérons, pour le compte de la CPAM du Var, mais également pour l'ensemble des CPAM de la région, PACA et Corse, hein, puisque ça représente un peu plus de 700 appels jour, en moyenne, C'est actuellement. énorme, Donc, hein? on voit bien que les employeurs Oui, ont bien ont sûr. besoin de nous, ont besoin de notre accompagnement. Dire aussi que en plus de cette plateforme, téléphonique, nous avons à la CPAM du Var une équipe, de conseillers services, experts dédiés aux employeurs pour, les accompagner dans leur démarche administrative et dans l'utilisation des téléservices. Voilà, donc on est vraiment, ravis de pouvoir, participer, à cette émission, dédiée en partenariat avec Info 83 sur un sujet, d'actualité, hein, celui des arrêts, Covid, qui est aussi un sujet de forte préoccupation pour, l'ensemble, des employeurs varois dans un contexte où l'épidémie, repart, significativement, à la hausse sur, l'ensemble du territoire national et en particulier, dans le département, varois, hein. Pour vous donner, un chiffre d'actualité, on a un taux de positivité, dans le Var qui est de 8,1 contre, 7,1 au niveau national. On a aussi, des chiffres qui sont préoccupants sur, le taux d'occupation des lits en réanimation, hein, qui dans le Var dépasse plus de 89 à ce jour et on se prépare, à, un durcissement des mesures pour, limiter, la circulation du virus, et ses conséquences, aujourd'hui, voilà. Et si vous me permettez également, je voudrais, rappeler que, depuis, mai 2020, l'assurance maladie et la caisse primaire du Var jouent un rôle, central, hein, dans la lutte contre, l'épidémie de la Covid-19 autour du dispositif du contact tracing et de son triptyque, de sa stratégie, qui est le tester, alerter, protéger, hein, pour, accompagner, les cas positifs et leurs cas contacts. Mais je vais peut-être laisser, Stéphanie Arthur Qui est autour de la table aujourd'hui avec nous, Stéphanie Arthur, et vous pilotez, vous, hein, cette équipe du contact tracing. Mmh. En quoi consiste le contact tracing? Alors, le contact tracing, c'est un dispositif qui participe, comme l'a dit, Fanny Annick Mongin, qui participe à la stratégie, nationale de lutte contre la Covid-19. Donc l'assurance maladie, aux côtés, des autorités sanitaires, mais également aux côtés des professionnels de santé, assure la mission donc de tester, alerter, protéger pour permettre de casser la chaîne de transmission du virus. Donc concrètement, nous avons déployé dans chaque département des plateformes téléphoniques qui ont pour mission de contacter les patients Covid, mais aussi les patients contacts, et de répondre aux sollicitations des personnes symptomatiques, donc plus récemment, et des professionnels de santé, et cela 7 jours sur 7. Donc dans le Var, nous avons une équipe d'à peu près 90 enquêteurs sanitaires qui, chaque jour, assure la mission de contacter au plus vite les cas testés positifs, de tracer avec eux l'ensemble des contacts à risque, qui eux-mêmes seront contactés dans un deuxième temps, soit par téléphone, soit par mail, soit par SMS. Ils doivent également les sensibiliser au strict respect des gestes barrières, c'est très important, et aussi du respect des règles d'isolement, et enfin les orienter vers l'accès aux tests, l'accès aux masques et aussi aux arrêts de travail.
Alors, c'est vrai qu'on a décidé de donner cette coloration-là à l'émission. C'est une émission spéciale pour vous, employeurs. Et donc, autour de la table aujourd'hui, nous recevons également Stéphane Poli, à la CPAM du Var, à l'assurance maladie. Vous gérez justement ces entreprises. Vous êtes un référent pour les entrepreneurs qui ont des questions, des employeurs qui ont des questions sur leurs droits et leurs devoirs. Oui, tout à fait. Effectivement, nous recevons un volume d'appels, comme le précisait Fanny, important à ce titre. Donc je vais, plus tard probablement développer au travers des questionnements des employeurs, des thématiques importantes de comment je dois, moi, en tant qu'employeur, réagir lorsque effectivement mon salarié me prévient, qu'il a été, cas contact, qu'il est symptomatique, voire même s'il est, Testé atteint, voilà, positif. malade de la Covid, tout à fait. Donc la CPAM du Var va répondre à vos questions. On vous a proposé, chers abonnés, de nous adresser vos questions sur ces thématiques-là. Vous êtes employeur, vous êtes confronté à tous ces cas. On va un petit peu les détailler parce que vous en êtes rendu compte probablement à l'usage. Il y a des cas très différents en ce moment au sein de cette crise sanitaire. Peut-être, Fanny Annick Mongin, on peut détailler un peu cette typologie de cas. Quels sont les cas auxquels sont confrontés les employeurs aujourd'hui? Alors, les pouvoirs publics ont instauré ces derniers mois, hein, depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs procédures, plusieurs dispositifs d'arrêt de travail dérogatoires pour finalement permettre de couvrir les différentes situations qui peuvent se présenter en lien avec la Covid-19 et des situations qui ont nécessairement un impact sur les salariés et sur leurs employeurs. Donc en effet, on a plusieurs cas de figure. On a d'abord la procédure d'arrêt de travail qui concerne les cas contacts, qui est sans doute celle qui est peut-être le mieux identifiée aujourd'hui. Elle est en vigueur depuis le mois de septembre avec un téléservice dédié, hein, sur déclareamélie.fr. Et plus dernièrement, depuis le 10 janvier dernier, on a une nouvelle procédure qui a vu le jour pour les personnes qui présentent des symptômes de la Covid-19 et qui ne peuvent pas télétravailler. Donc ça, c'est vraiment les deux cas de figure qui intéressent le plus significativement les employeurs. On a également un dispositif à destination des personnes vulnérables et un autre dispositif lié à l'isolement quand on a des situations de garde d'enfants. Mais je pense qu'on va s'attarder davantage sur la question des cas contacts et des patients symptomatiques pour cette émission. Cas contact, patients symptomatiques, les personnes vulnérables, les personnes qui ont besoin de garder leurs enfants, voilà, c'est toute la palette des cas auxquels vous êtes confrontés. Alors, on vous a proposé d'envoyer vos questions. On vous remercie beaucoup pour les questions que vous nous avez adressées. On va les traiter ensemble si vous le voulez bien, à tour de rôle. Alors, on commence avec une première question qui est la suivante. Mon collaborateur m'a indiqué avoir des symptômes. On est donc dans le cas de quelqu'un qui est symptomatique de la Covid-19. Quelles consignes dois-je lui donner en tant qu'employeur? Fanny Annick Mougin. Alors, on est bien dans le dispositif, hein, des personnes symptomatiques. L'objectif de cette procédure, c'est d'accompagner le respect de l'isolement et de le faire le plus vite possible, hein, pour les personnes qui sont symptomatiques et qui ne peuvent pas télétravailler. Pourquoi ce dispositif a été conçu et imaginé? Parce qu'on a constaté lors de la première et de la deuxième vague que des salariés, alors même qu'ils présentaient tous les symptômes de la Covid-19 ou en tout cas de la fièvre, de la toux, de la perte de goût, etc., ne s'arrêtaient pas de travailler parce qu'ils craignaient de subir une perte financière, hein, liée à leur arrêt de travail. Donc ce nouveau dispositif et ce nouveau téléservice permet aux personnes qui ont des symptômes de se déclarer sur déclareamélie.fr et dès qu'elles s'isolent, hein, et de bénéficier d'un arrêt de travail avec une prise en charge sans délai de carence. Donc on joue la montre. Là, c'est très important d'intervenir rapidement. Et c'est peut-être là que le contact tracing, vous avez un rôle à jouer justement pour accompagner sur ces étapes qui commencent par l'isolement. Alors voilà, dès l'apparition des symptômes, la personne doit tout de suite s'isoler et s'autodéclarer sur le site déclare.amélie.fr. Donc sur ce site, je le rappelle, donc ils vont retrouver 4 pavés, donc un pavé à destination des personnes vulnérables, un pavé à destination des cas contacts, un pavé à destination des parents qui doivent garder leur enfant et le pavé pour les personnes symptomatiques.
Et c'est bien sur cet onglet-là qu'il va falloir cliquer. Donc, ils vont tout d'abord attester ne pas pouvoir télétravailler et surtout s'engager à réaliser un test de dépistage dans les 48 heures maximum. À l'issue de cette première déclaration, ils vont recevoir un récépissé qu'ils vont devoir remettre à leur employeur. Ce récépissé indiquera que la durée de l'arrêt de travail sera de 4 jours maximum, mais ne sera valide qu'une fois le test réalisé. D'où l'importance donc de réaliser un test et de le faire dans les 2 jours maximum, j'insiste. Une fois que le test est réalisé, l'employé va de nouveau se connecter sur le site déclareamélie.fr pour finaliser sa demande en enregistrant les résultats de son test. Si le test est négatif, l'arrêt prend fin, ainsi que l'isolement. En revanche, si le test est positif, c'est la plateforme Contact Tracing qui va le contacter pour prolonger son arrêt d'une durée maximale de 7 jours ou de 48 heures après les symptômes. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est de permettre aux personnes de s'isoler très vite sans craindre effectivement de prendre des jours, de perdre des sous sur le salaire. Il faut vraiment qu'ils soient très à l'aise dans l'idée de s'isoler tout de suite dès l'apparition des symptômes. Ce dispositif permet ça. Ça n'exclut pas quand même de faire un test assez rapidement. Si je comprends bien, dans tout le protocole, on joue la montre, on essaie d'aller très très vite et de couper la chaîne de contamination. C'est bien ça? C'est exactement ça, hein. Voilà, l'objectif, c'est vraiment, comme je le disais, d'accompagner, ce respect de l'isolement et d'aller le plus vite possible pour, se mettre à l'isolement et se faire tester. La question de la prise en charge financière de ce protocole vous a préoccupé. On a reçu plusieurs questions sur ce thème-là, comme par exemple qui va payer? Est-ce que c'est l'entreprise qui avance l'indemnité? Qu'en est-il du maintien de salaire qui nous incombe? Est-ce que la totalité de l'arrêt est prise en charge par la CPM, soit 4 jours sans délai de carence ou 2 jours? Vous voyez, ces questions-là de la prise en charge financière du protocole, ça vous a interrogé. Stéphane Poli, alors qui va payer? Comment ça se passe en termes d'indemnisation? Alors, en ce qui concerne l'indemnisation du salarié, celle-ci va intervenir en 2 temps. En première intention, l'assurance maladie va verser des indemnités journalières, sans, condition d'ouverture de droit, sans délai de carence et à hauteur de 50 du salaire brut. À ceci va venir se juxtaposer le dispositif gouvernemental de complément de salaire par l'employeur, ce qui en résumé amène le salarié à percevoir en 2 temps assurance maladie, employeur, un taux de remplacement qui équivaut quasiment à son salaire net. Donc on va toucher quasiment 100 de son salaire. Je suis employeur. Quelle est la part qui m'incombe à moi? Alors, évidemment, l'employeur peut demander, s'il le désire, la subrogation. Auquel cas, nous verserons, nous, assurance maladie, directement l'indemnité journalière à son attention. Charge à lui de faire un maintien de salaire auprès de son salarié. Mais sinon, dans l'idée, de manière plus générale, lorsque le salarié va lui remettre l'arrêt dérogatoire fourni par le contact tracing, et qui, je le rappelle, équivaut à un volet 3 d'arrêt de travail classique, comme pour un arrêt maladie conventionnel, à ce moment-là, l'employeur va nous adresser à l'assurance maladie une attestation de droit, soit par DSN, soit par Net Entreprise, sur lequel il mentionnera les 3 mois de salaire précédant la période de l'arrêt. Et à partir de ces éléments-là, l'assurance maladie versera l'indemnité journalière à hauteur de 50 du salaire brut. Je le précise. L'objectif, c'est que ça ne pèse pas, cette donnée financière, cette donnée du salaire ne pèse pas sur la décision de s'isoler très vite et de suivre le protocole tel que vous l'avez conçu. C'est bien ça? Exactement. Ce droit, je dirais même, s'ouvre à tous les salariés. Pour être plus précis sur ce complément de salaire qui incombe à l'employeur, le salarié peut en bénéficier dès le premier jour, sans délai de carence, sans condition d'ancienneté. Et on inclut également les secteurs d'activité qui, habituellement, ne relèvent pas de la loi de mensualisation. Donc j'entends par là les salariés qui travaillent à domicile, les intermittents, les intérimaires, les saisonniers, les CDD, tous les salariés y ont droit. Et si vous me permettez une généralisation par rapport à ce dispositif, je vous dirais qu'il ne concerne pas que les cas de salariés qui sont symptomatiques, mais il s'applique également pour les cas contacts et également pour les personnes malades avérées de la Covid-19 qui ont reçu un arrêt dérogatoire de la part de la plateforme du contact tracing.
Le dispositif prévoit une rétroactivité au 1er janvier pour les cas contacts et à partir du 10 janvier pour les salariés symptomatiques et qui sont ou atteints de la maladie du Covid-19. En l'état, il est prévu que ce dispositif perdure jusqu'au 31 mars. D'accord. Donc c'est un dispositif national que vous appliquez ici dans le Var. En France, c'est quand même un dispositif extraordinaire qui a été mis en place pour couper la chaîne de contamination. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se passe chez nos voisins étrangers, mais là, on a quand même un dispositif qui nous permet très vite de s'isoler. Et vous l'aurez compris, c'est l'enjeu un petit peu de ces discussions-là. Troisième question, si vous le voulez bien. Alors justement, mon salarié est cas contact et il a effectué un test. Celui-ci est négatif, il n'est pas contaminé par la Covid-19. Est-ce qu'il peut reprendre son activité sans aller au bout de l'arrêt dérogatoire, Stéphanie? Alors, la durée d'isolement des cas contacts dépend en fait si le cas contact réside ou pas au sein du foyer du patient positif. Si le cas contact ne réside pas au sein du foyer, que le cas contact soit positif ou négatif, qu'il ait des symptômes ou pas, l'arrêt sera à minima de 7 jours ou jusqu'à 48 heures après la fin des symptômes. Un délai de précaution, disons. Tout à fait. Si le cas contact réside au sein du foyer, là, si le test est positif, ça sera pareil, ça sera 7 jours minimum ou jusqu'à 48 heures après les derniers signes de guérison. En revanche, si le test du cas contact est négatif, là, il y a deux possibilités. Si le patient 0 est symptomatique, le cas contact devra réaliser un deuxième test 7 jours après la guérison du patient positif. Et si le patient positif est asymptomatique, là, le cas contact devra réaliser toujours un deuxième test 14 jours après la date du résultat du test du positif. Donc ça, c'est des choses, quand vous êtes en contact avec les personnes qui vous sollicitent, vous leur expliquez un petit peu la marche Tout à à suivre fait, parce tout à qu'il y a fait. une diversité de cas qui est assez importante. En tout cas, ce qu'on peut dire, par exemple, je ne sais pas, moi je suis employeur et effectivement j'ai un employé qui est célibataire, qui vit tout seul, qui a été cas contact et qui s'est fait tester négatif. Il peut demain reprendre le travail ou est-ce qu'il y a quand même un délai de précaution? Non, non, même si j'insiste, même si les résultats du test sont négatifs, il doit rester isolé 7 jours. Au moins 7 jours. Exactement. Bon, c'est une bonne donnée. L'isolement continue de primer. Jusque-là, je pense que le message est clair. Quatrième question. Pourquoi avoir la possibilité d'attendre 2 jours avant de faire le dépistage? C'est une de vos questions. On y a répondu partiellement. On va y revenir. Quelqu'un a ajouté, pourquoi ne pas proposer un service, voire avec la médecine du travail ou un médecin traitant, pour faire le test dès le premier jour d'arrêt? En réalité, vous allez voir que ça existe déjà. Je crois qu'on l'a un peu évoqué. On a 48 heures maximum pour faire son test. En fait, quand on a des symptômes, c'est important de le rappeler, on doit faire son test tout de suite. On a 24 heures pour faire son test. D'ailleurs, pour ce faire, on a à notre disposition soit des tests RT-PCR qui sont faits par des laboratoires dont les résultats sont rapides, mais on a également aussi des tests antigéniques qui sont également très rapides. Donc, on doit jouer vraiment la montre et se faire tester le plus rapidement possible. Je pense que l'histoire des 2 jours concerne l'obligation du patient symptomatique pour réaliser son test une fois qu'il a fait sa déclaration sur le site déclare.amelie.fr. Voilà. D'accord, ça veut dire qu'en fait, il faut que dans les 48 heures, il poste son test, mais évidemment, il faut le faire le plus vite possible. On rappelle effectivement que vous avez 2 possibilités, le test PCR, qu'on appelle vulgairement PCR, que vous faites en laboratoire, et l'antigénique chez votre pharmacien, toujours sur rendez-vous. Donc on a quand même la possibilité d'avoir aujourd'hui des résultats en moins de 24 heures. Tout à fait. 24 heures, disons. Tout à fait. Bon, très bien. Autre question qu'on a reçue. N'y a-t-il pas un risque sans consultation, puisque vous avez vu, ça se passe en ligne via la plateforme. N'y a-t-il pas un risque sans consultation de passer à côté d'autres problèmes de santé qui ne seraient pas liés à la Covid-19? Fanny, Annick Mogin, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors,
Je remercie vos auditeurs d'avoir posé cette question puisqu'elle est centrale, et ça me permet d'indiquer que, ces dispositifs et ce téléservice Déclare Amélie ne se substituent évidemment pas, à la prise en charge médicale. Quand, on a des symptômes, la priorité, c'est de prendre contact bien évidemment avec, son médecin traitant, pour qu'il, mette en place le suivi, médical, et qu'il prenne et qu'il vous donne les conseils en lien avec votre état de santé. Voilà. Dire également que dans le contexte, on peut privilégier la téléconsultation, hein, puisque la téléconsultation permet d'éviter à la personne de se déplacer au cabinet médical de son médecin traitant et d'éviter aussi le risque de contagion. Donc en réalité, il faut aller consulter, même en téléconsultation. Ça n'est pas un moyen de contourner, la consultation. C'est plutôt vous aider à vous isoler très vite, à isoler vos employés très vite si ça semble nécessaire. Une question, qui est revenue: n'avez-vous pas peur d'un absentéisme incontrôlé et des dérives en tout genre, hein? Puisque c'est un dispositif qui est partiellement, dématérialisé. Vous n'avez pas besoin dans un premier temps de fournir des pièces. Donc la question est, est-ce que vous craignez justement, des dérives, à ce niveau-là? Alors, l'assurance maladie, a prévu, des contrôles, pour, repérer si, une personne, utiliserait de manière, disproportionnée, de manière, inadaptée, voire abusive, hein, ces téléservices. Donc oui, il va y avoir des contrôles, hein, un plan de contrôle, adapté et on va se rapprocher éventuellement donc de la personne qui ressortirait, à l'occasion de ces contrôles, avec, une utilisation, inadaptée du téléservice pour, faire le point avec, l'assuré sur ce qu'il en est exactement de sa situation. Voilà et je voudrais également préciser que depuis que le téléservice, sur, les patients symptomatiques a été lancé, donc depuis le 10 janvier, on comptabilise, un nombre, relativement stable, hein, de demandes via ce téléservice. On est sur une cinquantaine de demandes journalières. Donc ramener, à la globalité, des arrêts de travail que nous réceptionnons et que nous traitons, de manière hebdomadaire, on voit que, l'utilisation de ce dispositif, est pour l'instant, tout à fait, raisonnée et Oui, maîtrisée responsable, et tout à fait, responsable, ouais. tout à fait. Autre question, vous en avez parlé tout à l'heure, Stéphane, tous les salariés ont-ils droit à ce dispositif? Alors oui, Stéphane l'a indiqué, tout à l'heure. En effet, c'est un dispositif qui, concerne l'ensemble, des salariés qui peuvent, s'auto-déclarer sur déclareamélie.fr, en tout cas pour les patients symptomatiques. Ce dispositif concerne également les fonctionnaires et les agents, des régimes spéciaux. Eux seront, toutefois, placés en autorisation spéciale d'absence, hein, compte tenu de leur statut, spécifique. On a également la particularité des, salariés et exploitants, agricoles qui appartiennent, au régime de la MSA, qui eux auront à se déclarer sur, un site spécifique, Dédié, voilà, d'accord. déclare, msa.fr. Après, pour des raisons de continuité d'activité, de continuité des soins, on a également certaines catégories de salariés comme les soignants et non soignants des établissements de santé ou certains personnels comme les pompiers, les gendarmes, qui eux sont invités prioritairement à se rapprocher, de, leur employeur avant, d'entamer et d'effectuer, une démarche, d'autodéclaration et de demande d'arrêt de travail, dérogatoire. Ce qui leur permettra, en se rapprochant de leur employeur, d'évaluer, la nécessité, l'opportunité, de s'arrêter au vu également de la nécessité de maintenir, leur activité et la continuité de cette activité. Donc pour ces personnes-là, on est presque sur un procédé traditionnel d'arrêt de travail, même un peu extraordinaire puisqu'en concertation avec leurs équipes. Mais dans la globalité, disons, des employés, des cas, concernés, c'est quand même un droit qui est très ouvert, si je comprends bien, quelle que soit, votre activité. Tout à l'heure, Stéphane Poli, vous parliez aussi des intermittents. Il y en a quelques-uns sur le territoire qui ont des régimes particuliers. Ils peuvent bénéficier, de ce dispositif également.
Oui, c'est un dispositif qui a été, conçu pour, assurer une couverture, la plus large possible de la population salariée. Dernière question reçue, à nouveau, on vous remercie pour toutes ces questions qui sont très intéressantes. Quand mes salariés pourront-ils être vaccinés et d'ici à une vaccination généralisée, est-ce que je peux organiser moi-même, employeur, un dépistage au sein de mes effectifs? Stéphane Poli. Alors, sur le calendrier de vaccination, ma réponse sera subordonnée au principe qu'il n'y ait pas un ajustement gouvernemental sur le calendrier tel qu'il a été défini aujourd'hui. Mais en l'état, je mettrai de côté, les salariés qui relèvent, du secteur de la santé et ceux qui sont à très haut risque, qui vont être priorisés. Sinon, entre mars et juin, pourront se faire vacciner les salariés qui ont un risque du fait soit de leur tranche d'âge, à savoir les 50 à 65 ans, ou qui ont un risque de comorbidité qui est importante, à savoir qu'ils ont une vulnérabilité particulière ou un état de santé qui le nécessite. Ce ne sera qu'à partir de juillet que les salariés de la tranche d'âge de 18 à 50 ans pourront se faire vacciner. Et alors à cette deuxième question, d'un patron qui dit: «Est-ce que moi je peux organiser un dépistage au sein de mes effectifs? Est-ce que je peux organiser, des tests, antigéniques, dans mon organisation?» Tout à fait, ce droit lui est ouvert. Il a cette possibilité, à ceci près qu'il y a 3 conditions qui vont lui être posées. La première, c'est qu'il le prenne en charge entièrement à ses frais. Ensuite, que ces tests soient réalisés par des, professionnels de santé, médecins et infirmiers et en dernier recours, il ne peut pas rendre ce test obligatoire auprès de ses salariés. Ceci dit, heu, il n'a pas également, le droit d'avoir automatiquement une réponse de la part de son salarié, à savoir que le résultat du test va être adressé à celui-ci, au salarié en lui-même. Charge à lui, s'il le désire, d'en prévenir son employeur. Mais sinon, nous ne l'aviserons pas directement en tant que tel. Entendu. Bah, ça semble, très clair. J'espère que vous y voyez plus clair sur toutes ces questions. Merci en tout cas. J'ai l'impression que si on peut résumer le message, on peut-être qu'on a raison d'insister, c'est, dès que les premiers symptômes arrivent ou si vous avez été en contact avec des personnes atteintes, heu, prenez le principe de précaution, mettez-vous à l'isolement. Vous avez aujourd'hui des dispositifs qui vous permettent de ne pas souffrir de ces arrêts maladie d'un point de vue financier, donc c'est peut-être le dernier frein qui restait. Vous pouvez utiliser ce droit pour vous protéger et protéger les autres. Vous avez vu, il y a une multitude de cas, on a pu en évoquer certains aujourd'hui. Si vous êtes confronté à ce type, de cas, n'hésitez pas à contacter le 36 79. Vous savez, c'est le numéro de l'assurance maladie et pour être pris en charge, vous avez vu, il y a des équipes dédiées, que vous soyez employeur, le contact tracing qui est mis en place aussi dans notre département. Donc, pour, être guidé en fonction de votre cas, n'hésitez pas à contacter, l'assurance maladie. Merci à vous tous, d'avoir répondu à ces questions de Merci. nos abonnés, et merci pour le travail que vous faites pour, nous protéger, nous, nos proches, au quotidien. À très bientôt sur Info 83.